Vous êtes sur Média 1, merci de nous rester fidèles. Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de votre émission Génération News, l'émission qui prend à cœur toutes les problématiques liées à la jeunesse, mais également tout ce qui fait le buzz sur Internet. Vous connaissez le procédé, le principe de l'émission, scindé en deux parties. La première partie, elle, sera consacrée à un mouvement qui a vu le jour, on va dire, dans les années 80, sinon un peu plus. Il s'agit évidemment du mouvement féministe. Pourquoi aujourd'hui ce mouvement a, on va dire, l'habitude d'enregistrer la présence masculine? Comment et pourquoi les hommes s'engagent dans ce mouvement féministe? Vous en saurez un peu plus en première partie d'émission. Et en deuxième partie d'émission, avec mes invités du jour, nous allons faire un focus sur le service militaire. Comment et pourquoi les jeunes ont décidé de s'engager massivement dans ce service militaire? Des éléments de réponse en fin d'émission avec mes invités du jour. Ils sont là sur ce plateau Génération News. Il s'agit évidemment d'une habituée. Tous sont des habitués de ce plateau Génération News, mais on va démarrer avec la seule femme de ce plateau. Il s'agit évidemment de Mariam. Mariam, vous êtes étudiante en statistique. Merci d'avoir répondu à l'invitation Génération News. Le plaisir est à moi. Plaisir partagé, on l'espère également pour notre ami Trésor. Vous êtes formateur en télémarketing. Deuxième participation à Génération News. Quatrième pour Mariam, je crois. Trésor, en tout cas, merci d'avoir répondu à l'invitation Génération News. Merci, tout le plaisir pour moi. Nous avons également le plaisir de recevoir Fabrice. Vous êtes diplômé en gestion des entreprises. Cinquième participation à Génération News. Merci encore d'avoir répondu à l'invitation de Média. Merci pour l'invitation. Et nous allons terminer cette phase de présentation avec notre ami Juste. Vous êtes étudiant dans un domaine qui est plutôt assez intéressant. Mais en tout cas, merci d'avoir répondu à notre invitation sur ce plateau Génération News. Merci Régis, le plaisir est partagé. Les amis, nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet en parlant évidemment de la première thématique liée au féminisme. Je vais me tourner vers toi, Mariam, parce que tu es la seule féministe de ce plateau, en tant que femme, bien sûr, la seule femme. Parle-nous un peu de ce mouvement. Quelle est la définition que tu donnes à ce mouvement, le féminisme, et pourquoi c'était important pour toi de se lancer, on va dire, dans ce mouvement? Ok, tout d'abord, la définition que je donne pour le mot féminisme, c'est un mouvement tout d'abord qui vise à mettre fin à l'inégalité qui existe entre hommes et femmes. Et également à réaliser certaines pratiques qui peuvent être bonnes pour les femmes également. Maintenant, il s'agit d'une question vraiment très délicate. Ouais. La place de l'homme dans ce mouvement est très délicate. Maintenant, moi je trouve que les hommes sont très minoritaires dans ces mouvements féministes que l'on dénomme féminisme et tout. Et ce qui m'a permis d'être là, d'être féministe également, c'est de voir que voilà, les hommes sont privilégiés par rapport aux femmes, que je trouve anormal. Ouais. Tout d'abord parce que je suis une femme. Et logique. Voilà, lorsque je suis dans une place quelconque, je trouve que l'homme est mieux placé à parler dans ce jeu, par exemple, plus que la femme. Enfin, l'homme joue certains privilèges par rapport à la femme. Voilà. Et c'est vraiment l'élément déclencheur, je vais dire, c'est cet élément-là, ce point que tu as repéré, en tout cas, dans cette faille dans le système, qui t'a vraiment poussé à se lancer, à t'engager dans ce mouvement féministe. C'est ça. Et comment tu manifestes un peu cette appartenance-là? Je veux dire, est-ce que tu participes à des mouvements, à des marches, ou bien à des activités qui sont conçues pour mettre en valeur ce mouvement féministe? Si, bien sûr, je suis d'accord globalement sur ce que vous dites. Je participe souvent à des conférences et à des débats également qui visent à mettre la femme au devant et tout. Donc, il y a des conférences, débats sur les femmes et que moi, j'anime personnellement. Ce serait bien de nous inviter la prochaine fois. La prochaine fois, je vous inviterai. D'accord. On parle, Fabrice, elle a souligné, Mariam, dans son argumentaire, on parle de la place de l'homme dans ce mouvement, même s'il est minoritaire, mais pourtant il y a des hommes qui s'engagent dans ce mouvement féministe. Tu te revendiques féministe, Fabrice. Pourquoi c'est important pour toi, en tant qu'homme, de se lancer dans ce mouvement? Pour moi, en tant qu'homme, il est important de s'impliquer. Tout d'abord parce que la Terre, elle est peuplée d'hommes et de femmes. Ouais. Et donc, si on doit y habiter ensemble, il est bien que chacun y trouve sa place. D'accord. Et depuis bien longtemps,
on remarque que la femme n'a pas vraiment la place qu'elle doit avoir. Ouais, et qu'elle continue à se battre un peu à l'image de ce que Mariam fait. Il faut organiser tout le temps des séminaires pour... non, c'est pour aller dans le même sens que toi, oui, Fabrice. Il faut toujours qu'elle se batte, qu'elle revendique à chaque fois ce qui lui revient de droit. Exactement. Et donc, au fil du temps, l'homme lui-même aussi a vu qu'il serait temps de donner à la femme une petite... Bon, pour pas d'une petite place, sinon Mariam, elle sera vexée. Il sera bien longtemps de donner à la femme une certaine place dans la société, c'est-à-dire lui remettre certaines responsabilités afin qu'elle puisse s'affirmer et qu'elle puisse réellement nous montrer son potentiel. Exactement, je suis tout à fait d'accord avec toi, mon cher Fabrice. Juste, évidemment, la question, je te la pose aussi. Tu te revendiques féministe. Et pourquoi c'est important pour toi de clamer haut et fort cette appartenance à ce mouvement? Bon, pour moi, ça va du fait, d'abord, de base, nous sommes tous des humains, c'est ça. Ouais. Et on vient tous d'une mère. Et c'est un truc qu'on doit respecter. Aujourd'hui, si tu ne respectes pas la femme qui est devant toi, c'est que tu ne respectes pas ta mère. Logique. Là, c'est très logique. Ouais. Et moi, si aujourd'hui je me déclare homme féministe, c'est parce que pour moi, je pense que l'égalité entre l'homme et la femme, c'est quelque chose de raisonnable. Au fait, pour moi, c'est... Comment je vais dire, c'est une situation... C'est un combat qui... C'est un combat qui en vaut la peine. Ouais. Qui en vaut la peine. Parce qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui se sont senties oppressées. Il y a des femmes aujourd'hui qui ne sont pas respectées dans la société. Il y a des femmes aujourd'hui, pour trouver un emploi, sont des problèmes juste parce qu'elles sont de sexe féminin. Mais pourtant, il y a l'intelligence qu'il faut, il y a la sagesse qui est là. Il y a parfois les compétences qu'il faut pour acquérir certains emplois. D'accord. Et pourquoi aujourd'hui dans la société, parce que vous l'avez affirmé, hein, Fabrice, c'est juste, vous l'assumez encore sur ce plateau de Génération News, votre appartenance à ce mouvement féministe, mais pourquoi dans la société on a l'impression que lorsque on affirme cette appartenance, la connotation est un peu péjorative? Est-ce que c'est simplement une absence de connaissance par rapport au mouvement? Parce que quand on dit qu'on est féministe, tout de suite on t'associe à quelque chose qui n'est pas très valorisant. Pourquoi selon toi? C'est le manque d'information juste? Bon, je peux dire ça, c'est le manque de connaissances sur le sujet. D'accord. Le manque d'informations, comme tu l'as dit, Régis. Et de surcroît, certaines personnes ont tendance à inférioriser tout ce qui concerne la femme. Ouais. Bah, du coup, quand tu dis que tu es féministe, tout de suite on te dit, il y a quelque chose... ouais. Mais du coup, est-ce que toi, tu es dans une démarche de se dire, OK, s'il y a globalement un manque d'informations, les gens ne sont pas informés sur l'objectif premier, on va dire, de ce mouvement féministe, est-ce que toi, tu es dans une démarche de dire, OK, je vais informer, je vais enseigner pour que les gens évitent de faire l'amalgame en ce qui concerne évidemment ce mouvement? On va dire que je vais prendre l'initiative d'enseigner par-ci et par-là. Non, ça, je ne pense pas. Mais bon, enseigner, c'est une manière de parler, peut-être informer, au cas où quelqu'un ne maîtriserait pas. On peut être assis, comme nous sommes là actuellement, on peut partager un peu autour du sujet. Et bon, on peut parler de n'importe quel sujet. Voilà, je peux aussi balancer le sujet. Je dis que voilà, il y a, comme on appelle, aujourd'hui, c'est très important d'être féministe. D'accord. Trésor, c'est vrai, on a fait un petit tour de table. Nos amis ont donné leur point de vue sur la thématique. Alors, en off, tu nous as laissé entendre qu'effectivement, tu avais un petit souci avec le mouvement féministe. En fait, c'est pas tant la forme qui te dérange, mais c'est le fond. Donc, ce serait bien peut-être que tu nous expliques un petit peu cette nuance. Alors, il faudrait d'abord bien comprendre que la place de l'homme dans le féminisme, c'est une place un peu trop délicate. Parce que non seulement ce sont des discriminations, que l'homme lui-même et des combats menés que l'homme lui-même ne subit pas directement. Ouais. Et le véritable problème, c'est parce que parfois, il envoie des intérêts qui vont à l'encontre même de l'homme. Parce qu'il faut prendre des intérêts qui concernent le travail, qui concernent certaines idéologies. Mais le véritable problème avec le féminisme, c'est que parfois on frise vers des théories qui sont assez folles et que moi je pense que la place de l'homme dans le féminisme, ce serait de contrôler et de réguler cette pensée. Parce que lorsqu'on parle des théories contre nature ou encore contre la biologie du genre, une femme ne peut pas être en égalité physiquement avec un homme. C'est absurde. La preuve, lorsqu'on regarde la guerre en Ukraine et en Russie, lorsque Volodymyr Zelensky a demandé une mobilisation nationale, lorsqu'il ne fallait pas que les gens sortent du territoire, il s'agissait des hommes, entre 18 ans et 60 ans. Mais où étaient les femmes? Pourquoi les femmes qui veulent se mettre en égalité avec les hommes n'ont pas été mobilisées pour la guerre? Donc par là, on comprend bien qu'une femme ne peut pas être en égalité avec un homme. Sur certains points? Sur certains points, bien sûr. Et même sur le point religieux, on est d'accord que la première personne qui a été créée, il s'agissait bien d'un homme, c'était Adam, et que la femme était là pour l'épauler.
Donc ça ne veut pas dire que je suis contre le fait que la femme puisse avoir certains droits, mais quelque part, il faudrait qu'elle puisse comprendre qu'elle peut bien vouloir prétendre à certaines prérogatives dans la société, mais qui doit être limitée par rapport au fait que biologiquement et naturellement, elle ne peut pas être au même pied d'égalité qu'un homme. Donc du coup, si je te suis, mon cher Trésor, va falloir... on va dire peut-être avoir une version 2.0 du féminisme, une version qui va, on va dire, prendre compte des réalités de la société, donc en l'occurrence la tradition par exemple, parce qu'effectivement dans la tradition il est dit que l'homme c'est le chef de famille et qu'il a certains droits sur sa femme, sur la femme de façon générale. Donc il faut tenir compte de tout ça aujourd'hui en termes de mouvement féministe. Bon, il faut tenir compte du fait que quand chacun reste à sa place, les choses se passent bien. D'accord. Alors moi, si je reprends encore l'exemple sur le côté religieux, on a bien vu que les problèmes dans le monde ont commencé lorsque Adam n'était pas à sa place. Elle était allée se balader quelque part dans la nature. Elle a été incitée par le serpent. Il est revenu apporter le fruit. D'accord. En fait, c'est une image peut-être biblique, mais la théorie de ça, c'est de faire comprendre que les choses doivent rester à leur place. Elle a un but. Bien sûr, la femme doit prétendre à certaines prérogatives dans la société. On est tout à fait d'accord. Le droit au salaire, le droit à être respecté, le droit à tenir compte de son avis. Mais elle ne doit pas, au-delà, prétendre à des choses qui, naturellement, ne doivent pas être propres à elle. Et ce que Fabrice dit, ce que Trésor dit, Mariam, c'est ce qu'on voit un peu dans les mouvements féministes aujourd'hui, quand on regarde un peu ce qui se passe à l'extérieur, c'est que certaines femmes qui sont dans ce mouvement féministe, on va dire, outrepassent un petit peu leurs limites. Parce que la limite aussi, c'est celle-là, c'est de dire, ok, d'accord, on milite pour le respect de nos droits, mais on doit aussi savoir où sont situées nos limites aussi dans ce mouvement. Est-ce que c'est ça, on va dire, le gros problème, parce qu'on dépasse un petit peu les limites ? Bon, en fait, nous, les féministes, je vais dire, nous n'avons pas de limite. D'accord. Donc, on cherche toujours à se dépasser. Même si on évoque un sujet aujourd'hui, demain, il faut que ce sujet-là dépasse le sujet d'hier. Donc là, moi, je ne suis pas du tout d'accord. D'accord, vas-y. Non, je te laisse terminer. Livre-nous ton désaccord, Mariam. Ok, je ne suis pas d'accord avec Trésor sur le point où il disait qu'il n'y a pas de femmes qui combattent dans la guerre et tout. Bien évidemment, moi je suis sur le fait qu'il existe bien de femmes qui vont à la guerre, on le voit dans les films et tout, même en réalité, même ici au Sénégal. Voilà, il y a des femmes qui s'engagent au service militaire. Voilà. Ouais. Donc ça, ce n'est pas une raison pour qu'ils disent que non, on ne doit pas combattre, on ne doit pas revendiquer nos droits en ce qui concerne l'armée. Non, en fait, je ne suis pas l'avocat de Trésor, peut-être que lui-même il est mieux placé pour se défendre, mais ce que j'ai perçu dans son argumentaire, c'était simplement de pouvoir installer une limite, un pare-feu, de dire, ok, le mouvement c'est bien, mais dans ce mouvement aussi, les femmes doivent pouvoir reconnaître que l'homme reste l'homme, et que voilà, il y a certaines limites à ne pas franchir. Est-ce que vous, Mariam, dans ce mouvement féministe, vous avez également, on va dire, cette forme d'autocensure, de se dire, c'est vrai, on milite pour le respect de nos droits, mais dans la maison, le chef de famille, ça reste l'homme. Est-ce que vous avez au moins cette reconnaissance-là, on va dire, au sein de votre mouvement? Bon, moi personnellement, là, je parle de mon cas personnel. Logique. Oui, bon, moi, je peux dire que l'homme est le chef de la famille, de même que moi, je suis la chef de famille. Ouais. Pourquoi moi, je dois faire le ménage? Pourquoi il doit être chef de famille et pas moi? D'accord. Au fait. Ah ouais, donc toi, le féminisme, c'est même dans le foyer? Oui, c'est même dans le foyer et tout. Bon, d'accord. Tout. D'accord. En fait. Est-ce que vous comprenez vraiment alors, il y a un autre mouvement aujourd'hui. Je ne sais pas ce que tu en penses, Fabrice. C'est la raison pour laquelle j'ai besoin de ton avis là-dessus. On assiste à beaucoup de mouvements féministes aujourd'hui à travers le monde. En Afrique, il y en a beaucoup, hein, dans plusieurs pays. Il y a un mouvement aussi féministe qu'on appelle les Femmes. Ça, c'est beaucoup plus en Europe où on les retrouve. Est-ce que vous êtes en accord avec leur façon de militer? Parce qu'on rappelle quand même que les Femmes exposent une partie de leur corps pour revendiquer certains droits. Est-ce que vous comprenez un petit peu ce désaccord, on va dire, cette contre-volonté de vouloir instaurer quelque chose, mais de l'autre côté, on montre un petit peu la femme sous un angle qui n'est pas très reluisant? Je dirais plutôt que je ne suis pas d'accord là-dessus. Pourquoi? Parce que déjà la femme, elle est tellement spéciale et que son corps l'est encore plus. Donc, réduire ça à des simples revendications, c'est-à-dire exposer son corps à des simples revendications afin qu'on puisse peut-être écouter ou bien qu'on puisse
appliquer ce que tu veux ou que tu demandes, ça, c'est vraiment pas bon. D'accord. C'est vraiment pas bon. Et ce procédé-là, il n'est vraiment pas alloué. D'accord. Et du coup, juste, quelle pourrait être vraiment la place, parce que vous êtes engagés, hein, vous l'avez dit sur ce plateau, vous êtes des féministes, quelle pourrait être vraiment la place de l'homme au sein de ce mouvement? Est-ce que Mariam donnera son avis aussi là-dessus? Est-ce qu'il faut vraiment aller dans une forme de symbiose, d'inviter encore beaucoup plus d'hommes dans ce mouvement-là, juste? Je pense que oui. Je pense que oui, et il faudra inviter certains... Bon, en tout cas, la majorité pour moi, majoritairement pour moi, je pense que c'est la solution. Et quel pourrait être l'impact, le fait d'avoir une grande majorité d'hommes dans ce mouvement? Est-ce que ça laisse entrevoir une possibilité de victoire en ce qui concerne évidemment ce combat? Parce que voilà, le féminisme, on est toujours dans ce combat-là. Est-ce que si on part du principe qu'il y a plus d'hommes que de femmes dans ce mouvement-là, ou bien on va dire 50-50, est-ce qu'il y a des fortes chances que ce combat lancé par ces groupes de femmes puisse aboutir? Je pense que ce combat ne prendra jamais fin. D'accord. Parce que tout le monde a des opinions divergentes. Aujourd'hui, même si Mariam et moi on est d'accord, dehors peut-être Larissa et Maurice ne seront pas d'accord. Ça sera toujours le cas. Bon. Donc aujourd'hui, tout ce que nous les hommes on peut faire, c'est quoi? C'est soutenir cette cause-là, apporter notre pierre à l'édifice et prôner l'égalité de l'homme et la femme, comme a dit Mariam tout à l'heure. Et c'est là que je vais rejoindre le Trésor. Oui. Quand Trésor dit qu'il doit avoir une certaine limite aussi. Une certaine limite, parce qu'il y a des choses aujourd'hui que la femme n'est pas capable de faire, que l'homme seul est capable de faire. Prenons le cas quand il dit que voilà, il y a eu la guerre en Ukraine-Russie, où on a demandé qu'à des hommes militaires, de partir au front. Mais pourquoi? Pendant qu'il y a des femmes aussi qui sont militaires, on doit se poser cette question. Ouais, parce que n'oublions pas que la femme a quand même, on va dire, un quart du pouvoir de Dieu, qui est de donner la vie. Donc, c'est comme vous l'avez souligné, la femme, c'est une reine. Et parfois, enfin, il faut toujours, au moins, comme on dit, les femmes et les enfants, d'abord, dans le sens de la protection. Et je pense qu'ils sont beaucoup plus dans cette logique qu'autre chose. Trésor, revenons un petit peu sur cette thématique. On parle du féminisme. Le mouvement s'est installé en Afrique et touche beaucoup de pays. Il y a des mouvements féministes partout sur le continent. Mais est-ce que, au regard, c'est-à-dire le regard que tu as de ce mouvement, est-ce que tu penses que réellement c'est compris? Est-ce que les bases de ce mouvement est bien, on va dire, assimilées aujourd'hui par nos sœurs? Parce qu'on a l'impression que le mouvement féministe, ça devient juste un effet de mode, mais l'objectif voulu, le combat recherché derrière est très loin du mouvement. Est-ce qu'on a vraiment une compréhension, on va dire, bien définie de ce mouvement ici sur le continent, selon toi? Ben oui, je crois que de plus en plus le continent africain, les Africains comprennent vraiment l'enjeu du féminisme et ça donne beaucoup. Parce que même dans les mentalités aujourd'hui, c'est vraiment agréable de comprendre que même dans les relations entre hommes et femmes, il y a des femmes aujourd'hui qui comprennent que ce n'est pas seulement l'homme qui doit apporter, payer l'électricité, payer à manger. Et participer aux charges. Maintenant aussi, les femmes, on se rend compte qu'elles mettent la main à la pâte. Et là où je travaille apparemment, on voit qu'il y a beaucoup plus de femmes qui s'adonnent. Mais lorsqu'on fait des recherches, des études, elles ont des petites amies, elles ont même parfois des maris, mais elles se disent que maintenant, nous aussi, on doit apporter quelque chose à la maison, pas seulement l'homme. D'accord. Donc, de ce point de vue, vraiment, il y a une prise de conscience en Afrique de ce domaine. D'accord. Et tu penses que vraiment le concept est bien saisi? Le mouvement, il est bien saisi? Bon, par la jeune féminine? Alors, moi, je pense qu'en Afrique, encore, le mouvement, il est encore dans les bords de la rationalité. C'est pas comme en Europe où on vire maintenant dans l'irrationalité, où on s'est mis nu dans les rues pour revendiquer. Et encore que là, c'est vraiment... Ouais. C'est les ténèbres. Ouais. Si pour revendiquer, on doit se mettre nu, alors lorsque les enfants doivent revendiquer leurs droits, est-ce que nos enfants aussi doivent aller se mettre nus dans la rue? Parce que c'est la question. Les femmes, par exemple, c'est ça. Et c'est là où ça devient difficile parce que n'oublions pas que les enfants calquent un petit peu sur tout. Et ici, comme tu dis, les femmes sont dans un mouvement où il faut montrer une partie de leur corps pour revendiquer, effectivement, ça devient un petit peu compliqué. Mariam, je te retourne la question parce qu'effectivement, moi, j'ai vraiment envie de savoir si ce mouvement est bien cerné, les objectifs sont bien cernés par les femmes qui adhèrent à ce mouvement. Comment ça se passe? Est-ce que lors des séminaires, vous essayez vraiment d'expliquer, de donner le maximum d'informations à ces jeunes femmes, à ces jeunes filles qui viennent intégrer le mouvement féministe? Parce qu'on a vraiment l'impression que ce n'est qu'un effet de mode, un peu comme aujourd'hui, à l'image du make-up, on se dit « Ah tiens, mais je sais me maquiller ». On a l'impression que vraiment, c'est pas l'objectif recherché derrière disparaît de temps en temps un petit peu. Bon, moi je dirais que dans certains cas,
les féministes, elles ne comprennent pas le but, tel que vous aviez parlé tout à l'heure des femelles, par exemple. Ouais. Là, moi, je trouve que c'est assez banal de se comporter de ce genre-là, se déshabiller et marcher nu. Ça, je ne le cautionne pas du tout. D'accord. Mais sur le fait de la revendication, oui, nous le faisons. Nous également... Vous sensibilisez les femmes? Oui, on aussi sensibilise les femmes en leur disant que voilà, ce qu'on recherche, c'est de revendiquer, c'est un combat pacifique, voilà, en fait, c'est de pas mettre fin sur l'inégalité entre hommes et femmes. Et également, ce que moi je me demande, est-ce que le féminisme a réellement besoin d'un homme? Bon, c'est la question, mais je veux dire, vous, dans ce mouvement, est-ce que vous accordez aussi de la place aux hommes? C'est-à-dire que dans ce mouvement féministe, est-ce qu'il y a des hommes qui sont membres de ce mouvement-là, en tout cas la vôtre, dans cette association-là? Est-ce qu'il y a des hommes qui sont à l'intérieur? Est-ce que vous êtes aussi dans une optique d'appeler les hommes, la junte masculine, à rejoindre le mouvement? Oui, bien sûr, il y a des hommes féministes, mais ils sont minoritaires. D'accord. Ils sont minoritaires et voilà, c'est que nous, les féministes, on recherche à faire comprendre, c'est que les hommes arrivent à comprendre l'idée que les femmes dégagent. En parlant, par exemple, c'est de les comprendre, c'est de les écouter également, qu'on ne voit pas souvent, voilà, dans les foyers, dans la société également. La société n'a pas inculqué ce genre d'éducation. Voilà. D'accord. Et quels sont les mécanismes que vous mettez en place pour faciliter, on va dire, l'accueil de ces hommes au sein de... Enfin, l'accueil, c'est une façon de parler, mais je veux dire, les mécanismes que vous mettez en place pour motiver Fabrice ou bien juste à adhérer à votre mouvement? Est-ce que vous allez vers eux pour expliquer le combat? Parce que comme on le dit, vous l'avez encore souligné sur ce plateau, la question du genre, ça intéresse aussi bien l'homme que la femme. Vous l'avez parlé, on parle de parité. Les combats sont les mêmes, juste l'a souligné, Fabrice aussi, pour dire, écoutez, nous sommes des hommes, certes, mais nous devons apporter aussi notre aide à notre femme, à notre petite sœur, à nos filles, pour qu'effectivement, elles arrivent à obtenir leurs droits. Du coup, comment ça se passe? Est-ce que vous allez vers les hommes, vous sensibilisez, vous essayez d'apporter le maximum d'informations, vous les invitez vraiment à adhérer au mouvement? Comment ça se passe, le processus? Voilà, bon, on a mis certaines stratégies de communication qui visent à les sensibiliser, également à les faire intéresser par ces mouvements du féminisme et tout. Donc voilà. Il y a des étapes, écouter les femmes, les comprendre et également parler souvent sur des questions, bon, un peu tabou, je peux dire comme ça, des questions d'allaitement, des questions d'avortement et tout. Voilà. L'espacement des naissances aussi, hein. Enfin, tout ça, ça fait partie effectivement, je suppose, de ce programme-là. Mais en tout cas, évidemment, c'est important d'avoir le soutien des hommes dans ce mouvement-là. Trésor, est-ce qu'on peut espérer dans les années à venir te voir rejoindre le mouvement? C'est vrai que tu es un peu sceptique à l'idée de rejoindre le mouvement, mais si je comprends bien, il faut vraiment, pour toi, il va falloir qu'on arrive à redéfinir vraiment, à revoir un petit peu le mouvement féministe avant évidemment de commencer à déployer, on va dire, les stratégies à l'image de Mariam pour amener les hommes dans le mouvement. Ah oui, effectivement, mais c'est aussi pour essayer de modifier ce qu'elle a dit. Moi, je ne suis pas contre le fait que les femmes soient à l'armée. Je suis d'accord qu'il y a des femmes à l'armée, mais juste qu'elles ne peuvent pas avoir la même proportion d'autorité que l'homme dans l'armée. Mais je pense que en matière de féminisme, les choses peuvent bien s'en aller parce que on se rend compte que lorsqu'on fait des études de burn-out et de dépression, c'est surtout les hommes qui souffrent de cela, parce qu'ils ont la charge et les responsabilités au sein de la famille. Mais si les femmes comprennent qu'aujourd'hui, quand on parle de féminisme, égalité avec les hommes, c'est aussi de prendre leur part des responsabilités dans nos foyers. Ça permettra d'améliorer l'aspect social et aussi l'aspect écologique, parce que les études ont montré, selon des études que j'ai pu regarder, que les femmes sont plus proches de l'environnement que les hommes. Ils s'occupent plus de la question écologique par rapport aux hommes. Donc s'il y a plus de femmes au niveau des responsabilités sur le plan écologique, je pense que les choses pourront aller de bon train. D'accord. Fabrice, est-ce que, enfin, tu l'as souligné encore, hein, je réitère encore ton engagement sur ce plateau Génération News au mouvement féministe. Est-ce que ça a été difficile pour toi de tout de suite te lancer, ou bien quand tu te lançais aussi, il y a des choses avec lesquelles tu n'es pas forcément d'accord dans ce mouvement-là, ou bien tout est OK, les feux sont ouverts dans le mouvement pour toi, ou bien il y a quelques pare-feux? Ça n'a pas été difficile parce que, comme l'a dit mon frère, je disais, ça n'a pas été difficile parce que
Le mouvement féministe, c'est d'abord quelque chose qui vise à valoriser nos sœurs, nos mères ou encore notre entourage. Ouais. Et donc, ajouter une petite valeur dans cela n'est pas vraiment dur. Est-ce que tu avais des désaccords? Est-ce qu'à un moment, quand tu adhères au mouvement, tu te dis « je ne suis pas d'accord avec ça », est-ce que ton point de vue en tant qu'homme était toujours bien perçu quand tu montrais ton désaccord sur certains points liés au mouvement? Sur ça, il y a forcément un désaccord. Et je pense qu'il l'a souligné. Trésor, ouais. Trésor l'a souligné parce que dans certaines choses, il y en a qui n'ont pas vraiment la conception de la chose. Et il y en a qui voient juste la forme et ne cherchent pas à aller dans le fond. Et c'est le cas que nous avons ici, surtout en Afrique, ici, avec nos sœurs, nos mères et je peux même dire nos compagnes. Ouais. Parce que la plupart d'entre elles, c'est limite juste au fait de dire, voilà, moi aussi je revendique ceci, moi aussi je veux avoir telle proportion de décisions. Ouais. Mais au fond, elle ne s'y met pas vraiment. C'est-à-dire elle ne prend pas l'engagement de le faire. C'est ce que je disais. Est-ce qu'en fait, aujourd'hui, c'est devenu un peu, pour certaines personnes, c'est un effet de mode. Ouais. C'est juste dire j'appartiens à un mouvement, mais sans réellement apporter sa pierre à l'édifice, au mouvement. Et c'est ce qui tue malheureusement un petit peu ce mouvement féministe sur le continent. Il est l'heure pour nous de marquer une courte pause. On se retrouve dans une poignée de minutes pour la deuxième et dernière partie de Génération News. À tout de suite. De retour sur le plateau de Génération News pour la deuxième et dernière partie d'émission. Nous allons à présent nous intéresser un petit peu à l'engagement des jeunes dans le service militaire. Fabrice, je me tourne vers toi. Est-ce que ce constat aussi, tu l'as perçu? Et pourquoi, selon toi, les jeunes décident de s'engager massivement dans le service militaire? Oui, j'ai fait aussi ce constat. Et ça se reflète vraiment dans tout le continent africain. Aujourd'hui, les jeunes se rabattent tous sur le service militaire parce que c'est devenu la première opportunité d'emploi ici en Afrique. C'est-à-dire que c'est le domaine qui recrute le plus en Afrique. Que tu aies des diplômes ou pas, il est devenu très difficile de s'acquérir un emploi, bien que tu sois expérimenté ou encore que tu aies des compétences nécessaires dans un domaine d'activité bien précis. Ouais. Il est très difficile d'avoir un boulot. Donc, se rabattre sur le service militaire, non seulement ça nous garantit au moins d'avoir un salaire, d'avoir un statut dans la société, et en même temps, on a certains avantages qui nous sont favorables. D'accord. Est-ce que Trésor, selon toi, c'est vrai, s'engager pour une cause noble, effectivement, c'est super intéressant, surtout quand les jeunes décident de s'engager dans le service militaire pour servir leur patrie, défendre leur pays. Mais est-ce que vraiment ces objectifs-là, on va dire, ces points qui sont super intéressants semblent très bien perçu? Est-ce que l'enjeu est vraiment cerné par la jeunesse? Parce qu'on a l'impression, à l'image de ce que Fabrice vient de dire, le service militaire, c'est beaucoup plus un raccourci que vraiment l'esprit d'engagement pour servir le pays, la patrie. Est-ce que, selon toi, ces jeunes ont cerné l'enjeu même de l'engagement au service militaire? Bon, pour cerner cet enjeu, moi je pense que principalement il y a 3 raisons pour lesquelles les jeunes s'engagent dans l'armée. D'accord. D'abord pour une raison traditionnelle, c'est-à-dire que mon père était dans l'armée, et bien mon oncle est dans l'armée, moi aussi je rentre dans l'armée. Ouais. Pour un principe de legs, d'héritage. Effectivement, aussi pour des raisons charismatiques, c'est-à-dire que comme disait un psychologue, en fait la carrière professionnelle c'est souvent le reflet de l'état psychologique de quelqu'un. D'accord. C'est-à-dire on est violent, et comme on sait que la violence est réprimandée dans la société, ben, on parle de faire dans un cadre où on peut faire la violence sans punition. Où c'est potentiellement autorisé. Voilà, comme à l'armée. Parce qu'en fait, dit comme ça, c'est dire que si tu es violent, tu peux aller à l'armée. Non, il faut recadrer les choses. Effectivement, c'est peut-être un petit peu toléré dans certaines situations où on peut effectivement aller malheureusement à cet extrême. Je te laisse terminer. D'accord. Et aussi sur la troisième raison, c'est la raison sociale, c'est-à-dire que on sait bien, comme l'a dit bien Fabrice, que actuellement en Afrique surtout, on sait que le système économique ne permet pas d'avoir des personnes qui sont vraiment actives. Donc aller à l'armée, c'est le seul moyen, et pas forcément le seul moyen, mais c'est le moyen le plus idéal pour devenir dans la fonction publique, avoir un revenu et être à l'abri d'un licenciement. Mais est-ce qu'ils perçoivent vraiment l'enjeu? Parce que oui, effectivement, t'engager et avoir un salaire, c'est la première étape.
Mais il y a une seconde étape qui consiste à aller sur le terrain et effectivement aller défendre sa patrie dans des mouvements. Aujourd'hui, on parle des guerres une guerre entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Il y a des jeunes, en tout cas, la République démocratique du Congo a décidé d'enrôler des jeunes dans l'armée, le service militaire. Est-ce que ces jeunes-là savent que, OK, au-delà d'avoir 400 000 chaque fin du mois, c'est une fourchette que je donne comme ça, effectivement, mais derrière, il y a le terrain. Est-ce que l'aspect terrain est pris en compte par ces jeunes lorsqu'ils s'engagent dans le service militaire, selon toi, Trésor, évidemment? Bon, je pense que pas tous les jeunes. D'accord. Parce qu'il y a vraiment des gens qui vont sur le terrain, ils savent qu'ils vont laisser leur vie. Mais malheureusement, ce qu'on a vu avec le cas de la MINUSCA en République centrafricaine, où on a vu des militaires qui, en même temps, ils partaient défendre les intérêts de la MINUSCA, mais en même temps, ils s'adonnaient au viol de certaines filles qui étaient sur le terrain. Donc parfois, ils mélangent les deux, ils mélangent le tout. Donc c'est vraiment ça. Parfois, il y a d'autres qui perçoivent, mais ils ne comprennent pas qu'ils doivent se discipliner en fait. D'accord. Du coup, il faudrait faire une réelle enquête de moralité, selon toi, juste avant d'enrôler ces jeunes qui viennent cogner à la porte du service militaire. Une vraie enquête sur chaque profil pour éviter évidemment ces déboires que nous avons vus, hein, qui est triste à dire, de ces militaires qui ont brillé par d'autres faits que ce pourquoi ils ont été envoyés en Centrafrique. Une enquête de moralité, ça reste vraiment l'élément par excellence pour éviter ce genre de situation? Oui, normalement, c'est la solution. Mais je pense que chez moi, personnellement, au pays, l'institution néglige souvent ça. D'accord. L'enquête de moralité. Ce côté-là, l'enquête de moralité, pour eux, ça ne compte pas. Parce que c'est comme un long processus, en fait. C'est comme un long processus. Donc, pour le plus important, c'est que tu sais lire, ou soit tu sais écrire. Voilà, tu viens, tu te présentes et en fait, tout ce qu'il faut, tu deviens militaire du jour au lendemain. Tu passes une formation et tu deviens militaire. Mais avant tout ça, je pense qu'il faudrait d'abord analyser l'état psychologique de la personne, l'état social de la personne et surtout sa situation familiale. Pourquoi la situation familiale? Aujourd'hui, si je parle de situation familiale, parce qu'il y a des enfants aujourd'hui qui rentrent dans l'armée parce qu'ils se rebellent envers leurs parents. D'accord. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de cas comme ça. Hein. Il y a beaucoup de cas comme ça où, effectivement, d'où l'aspect psychologique que tu as souligné, il y a des jeunes qui se lancent dans le service militaire parce qu'ils veulent prouver quelque chose à leurs parents en général, ou bien, comme tu l'as souligné, parce qu'il y a une corde qui a été rompue avec les parents. Donc, il faut aller dans ce sens-là, une étude psychologique et avant de... Est-ce que ça se passe comme ça dans ton pays? Parce que je rappelle que tu es congolais. Est-ce qu'au Congo, ça se passe comme ça? Pour moi, c'est une solution pour moi. Pour moi, je me dis que c'est la meilleure des choses à faire avant tout. Mais dans mon pays, c'est pas comme ça que ça se passe. En tout cas, moi, je suis pas dans l'armée, mais j'ai fait le concours de cadet en 2010. D'accord. Pour intégrer. C'est vrai qu'il y a un service aussi qui est là, qui est plutôt intéressant. C'est enfin, de façon générale, on l'appelle partout le Prytanée militaire, ce qui est une école, un lycée qui est tout à fait normal, où on passe par un concours pour adhérer effectivement à ce mouvement. Et toi, tu l'as tenté malheureusement? Je l'ai tenté malheureusement, je l'ai échoué. Je pense que. D'accord. Mais je veux dire, mais pourquoi tu l'as fait quand tu étais plus jeune? Qu'est-ce qui t'a motivé à vouloir intégrer ce centre? Personnellement, je vais vous dire que c'était pas mon idée. Ça ne venait pas de moi. J'étais un garçon turbulent, je pense. Turbulent. Et puis, au final, papa a entendu les conseils de l'entourage. D'accord. Le petit, je pense. Et du coup, là-bas, c'était simplement pour te discipliner, en fait. Voilà. C'est l'oncle qui a proposé, puisque l'oncle, il est colonel. Il se dit que voilà, c'est mieux que l'enfant aille à l'école de cadet. Comme ça, on va le gérer par là. D'accord. Après, j'ai tenté. Et lorsque papa m'annonce que voilà, tu as échoué et tout ça, là. Au lieu d'être. Ça a été une bonne nouvelle, en tout cas, pour toi, de ne pas intégrer. À la veille, déjà, j'ai pleuré pour aller faire ce concours-là. Bon, ouais, d'accord. Bon, on va pas réveiller les vieux souvenirs, mon cher Juste. Mariam, je me tourne vers toi. C'est vrai que le service militaire, on parle des jeunes de façon générale, mais qui parle de jeunesse, c'est une jeunesse mixte, puisqu'on parle des femmes aussi. Beaucoup de femmes, hein, de jeunes filles s'engagent aussi dans le service militaire. Est-ce que ce sont pour les mêmes raisons évoquées par tes camarades sur ce plateau? Est-ce que ce sont les mêmes raisons? C'est l'aspect social simplement, ou bien il y a vraiment cette envie d'aller sur le terrain et de défendre sa patrie? Et comment c'est perçu par les familles en général quand les femmes intègrent le service militaire? Bon, moi je pense que c'est dû à l'insertion. On voit de nos jours que l'insertion à la fonction publique et également l'insertion sur le marché des entreprises devient de plus en plus compliquée. Exactement. Donc voilà, c'est un raccourci pour nous les femmes, de même que pour les hommes au fait. Donc voilà, on cherche la meilleure étape, la facilité de travailler. Et voilà, l'armée est là.
Donc, même les femmes, moi, je n'ai pas des amis qui sont dans l'armée, Ouais. mais moi, je vois le concept actuel que je vois sur le terrain, ça reflète exactement ça, quoi. D'accord. L'insertion devient de plus en plus compliquée et également, souvent, c'est dû aux échecs des enfants. Si par exemple, et moi j'envoie la responsabilité aux parents. Si les parents trouvent que voilà, l'enfant il a beaucoup des échecs dans sa scolarité, dans l'université ou bien dans le lycée par exemple, ils l'envoient directement à l'armée. Et là, ça devient bon, Enfin, une sorte de punition. Une sorte de punition pour l'enfant. Ouais. Et l'enfant, à son retour, il veut voilà, prouver à ses parents que voilà, il peut travailler. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui y vont par obligation et non par vocation au service Tout à fait, tout à fait. D'accord, ouais. Effectivement, c'est la rébellion soulignée par Juste sur ce plateau. Mais je veux dire, mais comment c'est perçu au Tchad, par exemple, puisque tu es d'origine tchadienne, il y a des femmes au sein de l'armée, au service militaire. Comment c'est perçu? Je veux dire, quand une femme décide d'y aller, est-ce que tout de suite, au niveau de la famille, il y a une concertation? Est-ce que, puisqu'on estime que la femme doit rester aux côtés de son mari, elle doit se marier, avoir des enfants, avoir un travail, mais pourquoi ce travail, parce que c'est considéré comme tel, est mal perçu quand c'est des femmes qui s'engagent? Pourquoi, selon toi? Oui, bon, au Tchad, dans ce cadre-là, on trouve que la femme n'est pas bien placée, n'est pas la mieux placée également. Donc, on envoie tout le temps les hommes. D'accord. Mais chez nous, je pense que lorsqu'une femme décide d'aller à l'armée, bon, c'est par vocation tout d'abord. Par vocation, parce que les parents n'obligent pas à la femme tchadienne d'aller à l'armée, de faire la guerre également, quoi. Donc voilà. Le plus important, en tout cas, c'est d'avoir effectivement cette volonté-là. Trésor, est-ce qu'aujourd'hui, il faut aller aussi dans ce sens-là, une sorte de confrontation d'idées entre ce que je veux et ce que mes parents veulent aussi? Ça, c'est dans le cadre où il y a cette vocation-là, parce que juste à souligner un autre point, qui est le désaccord en général avec les parents. À partir du moment où il y a le désaccord, on décide d'y aller de façon unilatérale au service militaire. Mais je veux dire, est-ce qu'il va falloir, avant d'y aller, une sorte de confrontation, consultation parentale, avant évidemment de s'engager? Ça peut aider aussi, selon toi? Bon, oui, ça pourra aider le fait de consulter ses parents avant de rentrer dans l'armée. Effectivement, c'est bien possible, parce qu'en même temps, et aussi pour enrichir ce que vous dites, l'armée aussi, c'est un moyen de pouvoir aider les enfants à acquérir des valeurs que naturellement peut-être qu'ils n'ont pas. Exactement. Parfois, on se retrouve qu'il y a des enfants qui ne sont pas sociables, qui n'ont pas l'esprit d'équipe, qui ne sont pas disciplinés, qui manquent de rigueur. Ouais, parce qu'entendre parler, on a l'impression que l'armée, c'est vraiment le seul côté où on a tendance à recueillir les mauvaises graines. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'ils recueillent des mauvaises graines, mais ils façonnent des arbres. C'est ce qui est assez intéressant, parce que ce que tu dis, c'est que voilà, il y a une formation derrière. Juste parler de discipline, effectivement, parce que l'armée aussi, c'est une autre école, c'est l'école de la vie, tout simplement. Effectivement. Donc, le fait que l'enfant qui était auparavant n'avait pas ces qualités-là, mais puisse passer par des mécanismes qui lui permettent de travailler ces qualités, ce qui ferait que dans des pays où, bien sûr, on n'est pas militaire à vie, au bout de 2 ans, lorsqu'il finit son service militaire, il peut se retrouver en sorte qu'il soit un bon citoyen dans la société. Ouais. Parce qu'il aura acquis des valeurs qui sont utiles à la société au vivre ensemble. Ouais, c'est vrai, parce que même dans d'autres centres de formation militaire, il y a des activités annexes, c'est-à-dire que tu peux être au service militaire, mais il y a une branche liée par exemple à la bijouterie, à la cordonnerie, tout ce qui est couture, ce qui fait que, exactement, une sorte vraiment d'orientation, ce qui fait que, effectivement, si tu termines ton service militaire, tu peux t'orienter dans autre chose. Alors, on parle effectivement d'un service militaire qui a une porte tellement large, au point où il y a beaucoup de personnes qui viennent vraiment cogner ou bien entrer tout simplement. Est-ce que, au vu de ce qu'on voit aussi un petit peu, parce qu'on accorde beaucoup de respect au corps habillé, ça on n'a pas besoin d'être dans une école pour savoir ça, un corps habillé, ça impose un respect. Et malheureusement, on a l'impression que beaucoup de jeunes salissent un peu cet uniforme-là, quand on voit des jeunes qui sont au service militaire, et puis on retrouve ces mêmes jeunes dans des endroits pas très intéressants, où effectivement cette tenue n'a pas lieu d'être. Est-ce que là aussi, c'est pas un peu la grosse tâche dans le recrutement de ces jeunes au service militaire? Fabrice. C'est comme on l'a souligné depuis le départ, c'est-à-dire ces jeunes-là, lorsqu'ils rentrent dans l'armée, ils ne rentrent pas dans l'armée dans l'optique de comprendre ce qu'ils vont faire ou encore ce qui se passe là-bas à l'intérieur. Ouais. L'objectif premier, c'est d'abord d'avoir un salaire ou avoir un travail. Mais au-delà de ça, ils ne prennent pas conscience que
c'est quelque chose qu'ils vont devoir faire durant toute leur vie et que je peux dire, c'est la face de la nation qu'ils représentent. C'est-à-dire, lorsqu'ils sont devant toi, obligatoirement, tu te dois d'être en règle, ou de moins de te mettre dans des bonnes conditions. Souvent, lorsqu'on emprunte des trucs, là, des clans d'eau ou quelque chose comme ça, et que les transports en commun. Les transports en commun, j'aimerais dire. On assiste souvent à des contrôles et après tu vois des gars, ils n'emploient pas des bonnes méthodes et à la suite de ça, il y a toujours quelqu'un qui sortira une parole comme je peux dire, tu as la chance pour juste pour la tenue là. Tu vois, c'est comme pour dire que la personne elle-même n'est pas consciente de la tenue qu'elle porte sur son corps. Exactement. Et elle n'agit pas comme elle devrait agir. Et elle le fait juste parce qu'elle voit qu'elle a certains avantages. Et en ayant effectivement cette tenue qu'on respecte beaucoup. Trésor, alors moi en préparant cette émission, un peu comme toi, j'ai jeté un coup d'œil aussi sur Internet. Je me suis rapproché de 2 pays de l'Afrique centrale, la République démocratique du Congo et le Gabon, qui ont radié en 2017 près de 150 jeunes qui avaient intégré le service militaire. Ça dénote encore un petit peu on va dire du filtrage qu'il faut vraiment installés au sein de ces services-là pour ne pas se retrouver à devoir radier près d'une centaine de jeunes qui ont décidé de servir leur pays, mais malheureusement pour une mauvaise cause. Bah oui, malheureusement pour une mauvaise cause. Parce que donc là, ça en revient à ce qu'on disait depuis le début. Il faut une enquête de moralité. Il faut vraiment essayer de fouiller si la personne vient à l'armée pour des raisons sociales, peut-être que les parents sont pauvres, ou vient pour des raisons nobles, défendre la patrie. Et c'est vraiment plus important. Parce que si on se retrouve à embaucher des gens dans l'armée, après on se rend compte que normalement le but de l'armée c'est de défendre la patrie, les valeurs que représente la patrie, mais on se rend compte qu'ils font même le contraire de cela, ça devient maintenant quelque chose de triste. Et là, la responsabilité est rejetée au pouvoir qui sont en charge du recrutement effectivement de ces jeunes. Alors Mariam, c'est vrai que sur ce plateau, on perd un petit peu un tableau pas si sombre que ça de ces jeunes-là qui intègrent le service militaire, mais essayons de rajouter un petit peu des fleurs sur ce tableau en se disant qu'effectivement, certes, il y a des jeunes qui déconnent, mais il y a des jeunes qui réussissent, qui s'engagent vraiment pour défendre des vraies causes au sein de l'armée, défendre leur pays. Qu'est-ce que tu penses de ces jeunes-là qui décident à 18 ans, à 19 ans, de s'engager dans le service militaire pour défendre leur patrie? Bon, dans cette histoire, il n'y a pas que les côtés négatifs, il y a également le côté positif. Et moi, je trouve que dans l'armée, il y a également une éducation que l'on envoie aux gens qui y intègrent, comme les compétences professionnelles. Et également, ça permet également, d'un côté, de faciliter et également d'échapper également du risque des licenciements. Donc, mais qu'est-ce que tu penses de l'engagement en lui-même? C'est-à-dire que quand un jeune vient, par exemple, tu as ta petite sœur qui vient te voir et qui dit Mariam, moi j'ai envie de défendre mon pays, j'ai envie de m'engager dans l'armée pour défendre mon pays. Est-ce que, selon toi, là, tu es à féliciter quand tu arrives à lire dans les yeux de ton petit frère ou ta petite sœur que l'envie est réelle et que la bonne cause est justifiée? Est-ce que ça, c'est à féliciter? C'est l'engagement que j'ai envie. Est-ce que l'engagement de ces jeunes qui veulent vraiment y aller, qui réussissent et qui se battent pour leur pays, c'est à féliciter? Oui, c'est à féliciter, bien sûr. Il faut qu'on les encourage. Également, on les souhaite les meilleurs pour que le pays, même ou bien les continents, a également besoin de gens dans l'armée et tout. Donc, je trouve que c'est normal. C'est normal, il n'y a pas que les côtés négatifs, il y a également les avantages et les atouts qui viennent combler au fait. En parlant d'avantages et d'atouts, alors l'Union africaine, l'OMS, l'UNICEF, en tout cas toutes ces grandes institutions prévoient à l'horizon 2050 une jeunesse, un boom en tout cas démographique, et la jeunesse va représenter près de la moitié de ce boom démographique dans 50 ans. Est-ce que ça sous-entend que l'armée va connaître le même boom avec cet engagement aussi des jeunes au sein de l'armée? En gros, aujourd'hui, les institutions doivent compter sur la jeunesse. Peu importe le secteur d'activité, mais en l'occurrence, le service militaire, la jeunesse, les institutions doivent pouvoir compter sur elle, sur cette jeunesse-là. Oui, c'est comme je peux le dire aujourd'hui. Oui, certains, il y a des jeunes qui sont allés parce qu'ils ont leur raison. Comme quoi, tout à l'heure, on a parlé que des inconvénients. Elle vient de souligner certains avantages. Il y a des jeunes aujourd'hui qui réussissent dans ça. Donc, ce qui signifie que ce n'est pas impossible, c'est très probable qu'il y ait la majorité des jeunes
dans ce domaine-là qui réussissent. Et la minorité, voilà, ce sont ceux qu'on peut dire aujourd'hui comme des tomates pourries, si on peut appeler ça comme ça. On peut l'appeler. Les tomates, ça se mange, mais pourries, non, il n'y a pas de souci. C'est tranquille, il n'y a pas de souci, mon cher Juste. Tu peux aller avec la métaphore. On va revenir sur un point. Alors, on a parlé de beaucoup de pays, le Gabon, la République démocratique du Congo, le Tchad et d'autres pays voisins. On va revenir au Sénégal. Au Sénégal, alors, de l'information, ce que j'ai eu d'un confrère, c'est qu'en fait, dans le service militaire, lorsque un jeune ou bien des gens décident de s'engager dans le service militaire, tu fais 2 années. Tu as les 2 ans de service militaire, ensuite on te libère, donc tu repars à ta vie civile. Et si tu as vraiment envie de revenir pour servir ta nation, cette fois-ci tu fais une demande et tu passes par un concours avant effectivement d'intégrer le service militaire. Une nouvelle façon, enfin pas nouvelle, mais une façon assez intelligente aussi de pouvoir filtrer, parce que l'on parle d'enquête de moralité, de filtrage, mais ce procédé, il a félicité, il est pas mal, Fabrice. Oui, et ça rend encore plus facile le licenciement. Bon. Et l'engagement aussi des jeunes. Ouais. Donc, en même temps, tu rentres, si tu n'as pas des compétences demandées, ou en gros que tu ne donnes pas... Tu ne donnes pas l'image normalement qu'on devrait véhiculer ou encore la posture de quelqu'un qui est dans un service militaire. Après ces 2 ans, ben, les gars ils peuvent te dire que tu vas revenir alors qu'il sera plus possible pour toi de revenir. Donc c'est un moyen facile pour filtrer un peu, quoi. D'accord. Et justement, Trésor, que j'ai vu, tu es en accord avec Fabrice, tu partages son avis. Le procédé est plutôt intéressant. Ça permet aux jeunes de s'engager et de voir un petit peu les rouages du service, de s'imprégner un petit peu des difficultés et tout le reste. Et au sortir de là, de se dire, OK, ça va, j'ai goûté au gâteau, il me plaît, j'y vais. Ou bien j'ai goûté au gâteau, il y avait un peu trop de sel, donc je préfère laisser le gâteau. Le procédé, il est plutôt intéressant, je trouve. Le procédé, il est plutôt intéressant. Ça permet de surtout pallier au vieillissement de l'armée. Exactement. Parce que c'est vraiment malheureux, et c'est surtout en Afrique. C'est pour ça que notre armée aussi, elle est en griffe un peu plus médiocre que l'armée des autres. Parce qu'on se rend compte qu'au statut de caporal, des personnes qui ont 40 ans, 45 ans, qui ne sont pas capables de courir derrière l'ennemi, alors que dans les pays où l'armée est plus développée, c'est des petits de 20 ans, 18 ans qui sont des caporals. Et vous voyez que il faut rajeunir le service militaire, enfin l'armée. D'accord. C'est vraiment essentiel de le faire comme ça. D'accord. Oui, Fabrice, tu veux rebondir sur... Ajouter encore un peu sur ce qu'il a dit, parce qu'en Afrique, on a tendance, c'est même pas seulement sur l'armée, sur plusieurs secteurs d'activité, le vieillissement se fait beaucoup ressentir. Et c'est non pas seulement dans le cas de voir que ce sont des jeunes qui veulent s'engager, mais aussi nos papas qui sont là et qui ne veulent pas laisser la place à d'autres personnes, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas donner l'opportunité aux jeunes de se découvrir, de donner aussi un peu d'eux, quoi. Ouais, parce que n'oublions pas que de ce que je sais, hein, le grade, le niveau dans l'armée dépend aussi des études. Hein. Effectivement, plus tu étudies, plus tu es gradé, ou bien ça dépend aussi du nombre d'années de service au sein évidemment de l'armée. Mariam, c'est vrai que on parle un peu de ces jeunes-là, l'armée. Est-ce que vous, au sein de vos activités aussi, vous avez un peu... Est-ce qu'il y a des jeunes qui manifestent cette envie, par exemple? Est-ce que vous avez décelé ça? Des jeunes qui veulent s'engager dans l'armée, mais qui ont peut-être peur. Que faut-il faire? Est-ce qu'il faut aussi orienter ces jeunes-là vers des gens, des spécialistes, des psychologues, par exemple, pour mieux... Parce qu'il y a des gens qui veulent s'engager, mais qui ont peur. Est-ce que du coup, il faut les orienter vers des spécialistes, selon toi? Bon, là, je vois que c'est normal des jeunes qui éprouvent une certaine résistance, une peur de l'armée et tout. Bon, moi, à mon niveau, je trouve que, voilà, l'amener chez un spécialiste est la bonne stratégie, au fait. D'accord. Oui, pour faciliter, voilà, l'année Est-ce que dans ta famille, tu as des personnes qui se sont engagées au service militaire? Un oncle, un cousin, une nièce, il y a un militaire dans la famille? Si, bien sûr. J'ai des oncles qui sont dans l'armée, oui, qui sont militaires. Est-ce que tu t'inquiètes beaucoup pour eux quand ils sont sur le terrain, par exemple, ou bien quand ils te disent qu'ils vont en mission? Est-ce que tout de suite, tu es un peu envahi par une sorte de peur à l'idée de ne plus revoir l'oncle revenir? Et comment tu gères ça quand effectivement tu te retrouves dans ces situations? Oui, ces militaires, très souvent, ils sont envoyés en mission au Mali, par exemple. Récemment, on a envoyé des militaires tchadiens. Et après, ils se sont blessés, ils sont revenus au Sénégal et voilà, l'horrible s'est passé. Ouais.
Ils sont décédés malheureusement. Bon, paix à leur âme, et en te posant nos condoléances en tout cas. Désolé d'avoir fait, c'était pas le but de réveiller ce vieux souvenir, mais c'est parce qu'en général, juste, je ne sais pas pour toi, mais quand on a effectivement un membre de la famille qui se retrouve dans un service militaire, que ce soit l'armée de l'air, l'armée de terre ou l'armée de la marine, c'est parfois un peu compliqué. On a parfois l'impression de devoir se contenter de se dire que, bon, voilà, si un frère s'engage à l'armée, j'ai potentiellement perdu un frère. Du coup, psychologiquement, c'est un peu compliqué. Toi, tu as des parents qui sont dans l'armée. Est-ce que toi aussi, tu as vécu à un moment cette sensation-là? Je pourrais dire que non. D'accord. Je n'ai pas vécu cette sensation-là parce que, d'abord, à la base, bon, celui que j'ai dit, mon oncle tout à l'heure, c'est un colonel, certes. Mais aller au front, moi, je n'étais pas là. Je n'étais pas encore né quand il partait au front. Aujourd'hui, chez nous, au pays, ceux qui sont colonels, sont déjà des vieux. D'accord. Sont déjà des vieux. Enfin, des personnes qui ont déjà beaucoup, qui ont servi leur pays. Ouais, c'est mieux. Ils sont plus aussi valides que ça. D'accord. Et la majorité, peut-être, des militaires que moi, j'ai pu croiser, et je peux juste dire que c'était les gardes de papa ou tout ce monde-là. D'accord. Parce que je viens d'une famille politique. D'accord. Maternelle, tout comme paternelle. D'accord. Et du coup, effectivement, la politique et le service militaire, ça ne fait pas parfois bon ménage. Enfin, c'est une façon de parler, bien sûr. Trésor, on arrive vraiment au terme, on arrive dans quelques minutes au terme de cette émission Génération News. On va peut-être vite fait te donner la parole avant de clore cette émission-là. Les jeunes s'engagent au service militaire, oui, mais il faudra avoir la bonne cause. C'est le message, en tout cas, que tu lances à cette jeunesse-là qui nous regarde aujourd'hui et qui a cette jeunesse qui a envie de servir son pays, sa nation. Alors oui, il faudrait avoir la bonne cause, mais moi je pense que pour encourager les jeunes à se lancer dans le service militaire, hormis la bonne cause, doit se joindre à cela. Le bon discours aussi. Le bon discours. De la part des recruteurs. Hormis cela, en fait, je vais aller bien plus loin. D'accord. Non seulement parce que lorsqu'on s'engage dans l'armée, c'est pour défendre les valeurs de notre société, de notre nation. Mais aussi regarder un peu le régime politique et le contexte politique. Moi, je n'aimerais pas aller mourir pour mon pays, que je sais que c'est un État voyou. Je n'aimerais pas aller mourir pour un pays que je sais que c'est un pays où la corruption va en pleine mèche. D'accord. Donc, voir aussi ça. Donc, je peux m'engager dans l'armée pour des valeurs, mais aussi regarder le contexte politique de mon pays pour ne pas que je puisse mourir pour rien, si on est bien d'accord qu'on ne vit qu'une fois. D'accord, évidemment, on est bien d'accord, on te rassure. On ne vit qu'une seule fois, même si évidemment il y a des théories autour de la réincarnation. Les amis, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci d'avoir participé à Génération News. Mariam, c'est un plaisir de te recevoir sur ce plateau Génération News. C'est ta maison, Génération News. Vous revenez quand vous voulez, les amis. Fabrice, plaisir partagé également. Bienvenue en tout cas dans la grande famille des Génération News. C'est un plaisir de te recevoir. Juste. Merci à toi mon ami Trésor également, c'est un plaisir de te recevoir, formateur en télémarketing, en tout cas merci, tu vas nous aider à vendre des produits, ce serait bien déjà de vendre Génération News, oui, voilà, ce serait bien. Voilà, vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission, on se donne rendez-vous samedi prochain pour d'autres thématiques liées à l'émission Génération News. D'ici là, n'oubliez pas, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, gardez le sourire en compagnie de nos programmes.